Maintenant, on va passer à notre pratiquement dernier panel pour cette journée, encore un autre panel très riche sur la digitalisation des paiements dans le secteur, sur la digitalisation du système de paiement, avec trois membres du panel, 3 membres qui passent de présentation aussi, et ce panel qui sera animé par M. Kessner Farrell du groupe Croissance, que j'appelle à nous rejoindre sur le podium. M. Farrell, comme on parle de digitalisation des paiements, vous savez que M. Farrell est l'un des initiateurs des événements technologiques en Haïti, que je vais remettre ce panel qui est composé de M. Thierry Jacquet, que je demande de nous rejoindre ici. M. Thierry Jacquet, qui est directeur à la Banque centrale et qui travaille aussi dans ce projet de digitalisation des paiements dans le secteur informel. Et nous avons aussi un expert au niveau de l'Afrique, c'est M. Oumar S. Diallo, de Oria Technologies, qui sera avec nous. Je pense qu'on va commencer avec M. Diallo, puisqu'en Afrique, il est déjà très tard. Donc, on va quand même essayer d'arranger pour M. Diallo pour qu'on puisse commencer avec lui. M. Diallo, qui est un expert en FinTech, donc beaucoup d'experts en FinTech aujourd'hui, et qui est également un serial entrepreneur et qui fait beaucoup de choses au niveau de l'Afrique. Donc, je vous laisse avec ce panel, mesdames, messieurs, avec M. Farrell, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Rifa. Merci beaucoup d'être présent. Je remercie la Banque centrale pour cette invitation. Bon. Dès qu'on parle de technologie, je suis intéressé. Ça fait le 3e événement en moins de 3 mois que dans cet espace au niveau de Caribbean Center sur les technologies de l'information, de la communication et surtout ce dont on parle aujourd'hui, l'intelligence artificielle. On était en juin dernier sur le premier sommet d'intelligence artificielle en Haïti. Récemment, le mois dernier, c'est l'IHSI, à l'occasion de son 75e anniversaire, parlait de la culture statistique, des données, encore dans cette salle. Et voilà, la Banque centrale qui courait avec le dernier événement. Ça, beaucoup de jeunes dans la salle, l'avenir en quelque sorte. Je pourrais résumer ce que nous allons discuter pas simplement en architecture ou fintech, puisqu'on en parle, mais dans l'architecture, l'écosystème qu'il faudrait avoir en place pour les données, la connectivité, l'agilité, adaptabilité et l'intelligence humaine versus l'intelligence artificielle et même ajouter l'intelligence émotionnelle. Si on se concentre exclusivement, on est en théorie des ensembles, j'ai quelques ingénieurs, il faut montrer ingénieur, mais on a la mathématique, pas vrai? Donc si on se concentre dans le sous-ensemble de FinTech, on ne va pas avoir les résultats. Il faut élargir pour arriver au grand ensemble référentiel. Et Samuel Pierre, en très peu de mots, monsieur, résumer tout problème n'a pas parlé dans cette salle-là. 1. La volonté politique. Si ce n'est pas là, n'a pas de blague là, et je peux vous en dire long. 2. Le cadre légal à mettre en place. Il faut définir les règles du jeu. Il faut que l'arbitre puisse jouer son rôle. Samuel a ajouté, pour terminer, avec les infrastructures. Sûrement les télécoms, mais attention, l'énergie, électricité. 30 ans, les cheveux blancs que je gagnais sur le champ de bataille, en 1994, on parlait déjà de la démocratisation de l'Internet en Haïti. 31 ans plus tard, regardez notre État. Aucune volonté politique de tous les gouvernements pendant les 30 dernières années. Cadre légal, ces semaines, ça a parlé de signature électronique qu'on aurait dû faire depuis longtemps. Et voilà une situation où, si on vient mettre la plateforme des FinTech sans mettre en place toutes ces infrastructures, l'énergie, et le directeur de l'IHSI nous fait savoir qu'il n'y a qu'une seule entrée, pas deux, non? Une seule entrée d'Internet dans le pays à Calico. Et lorsque Calico est fermé, vous savez dans quelles conditions nous nous retrouvons dans ce pays. À côté de nous, du côté de la Jamaïque, du côté de la République dominicaine, la plupart des villes reçoivent
Ce n'est pas Starlink, mes amis. On ne peut pas faire de l'Internet, développer tout ça avec le Starlink. Il faut avoir des câbles. Il faut avoir des connexions dans les villes. Donc, ça ne va pas décourager les gens qui viennent dans le digital. Il faut comprendre que vous devez non seulement vous battre pour les fintech, mais vous devez faire un plaidoyer pour qu'il y ait Haïti avec les infrastructures, que nous ayons également la culture de données, parce que tous les fintech, tous les digital permettent, qui sont derrière, les activités économiques qui derrière. Donc si vous n'avez pas de réseau, donc comment vous allez pouvoir vendre en quelque sorte? Ou perdu, profit. Donc je ne voulais pas gâter la fête, mais c'est pour vous dire, si on se concentre sur le sous-ensemble des fintech, sans voir le grand écosystème d'infrastructures, énergie, télécom, et continuer à avancer avec tout ce qu'il y a comme des skills, parce que la plupart des métiers que nous utilisons en Haïti, ce n'est pas les métiers du XXIe siècle. Et je termine en utilisant les chiffres utilisés par Jean Soukar, qui me parlait de 8 milliards de gouttes. Tout est relatif, c'est un gros chiffre, il paraît-il. Mais nous, en économie, on aime faire des ratios. Les 8 milliards de gouttes sur le budget national, qui est de 323 milliards de gouttes, ça ne fait même pas 3%. Les 8 milliards de gouttes sur le PIB, le produit intérieur brut, tu vas m'aider, Jerry, nous voyons 11 zéros avant de voir le chiffre 3. Donc nous avons 0, 0, 0, 0, 0, nous pouvons arriver à 3 pour vous dire que nous sommes extrêmement en retard. Arrivons à la discussion. Nous allons d'abord avoir un travail qui a été réalisé par la Banque centrale. Jerry, c'est toi qui vas commencer pour nous. On va au Gabon d'abord. OK. On va retrouver M. Oumar Diallo de Auria Technologies. Sachez que l'Afrique est très avancée dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, particulièrement de la monnaie électronique. Kenya, on a fait beaucoup de choses. Donc, rendons-nous en alma mater, en base nous, pour entendre l'expérience gabonaise en Afrique de l'Ouest. Monsieur Diallo, vous avez le floor. Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde m'entend bien. Alors, je m'appelle Oumar S. Diallo, je suis du Sénégal, pas du Gabon. Je suis du Sénégal, donc pays de l'Afrique de l'Ouest, et je suis le fondateur de Auria Technologies, qui est une fintech des fintech, une fintech comme on dit as a service. Et nous sommes également membres du LOFT, membres donc du Luxembourg House Financial of Technology. On a une solution qui s'appelle Fintra, fin du mois tranquille. C'est une solution qui est dans les paiements. Alors, ce qu'il faut comprendre au Sénégal et en Côte d'Ivoire, les deux pays que je maîtrise très bien, il y a aujourd'hui une fintech qui s'appelle Wave, qui a révolutionné un peu tout ce qui est paiement mobile. Depuis tout à l'heure, j'entends beaucoup parler de confiance, d'acceptation. J'entends beaucoup parler aujourd'hui d'ouverture de compte. Le Sénégal fait 18 millions de personnes. Donc la population sénégalaise, la démographie, c'est 18 millions. Dans ces 18 millions, on a 14 millions qui ont entre 15 ans et 100 ans. Entre ces, si on prend cette tranche-là, on a 14 700 000 de comptes mobile money ouverts. C'est-à-dire un taux de pénétration de 108% dans tout ce qui est mobile money. Donc pour nous, c'est très facile de créer des offres qui sont adossées sur la technologie. Et je répète également, on a un taux de couverture pour l'Internet. Le taux de pénétration, c'est plus de 112% en 2024. Donc c'est un peu quelque chose qui est très, très, très normal pour nous aujourd'hui de surfer sur cette vague-là. Et le Sénégal est le 7e pays le plus technique en Afrique, sur les 54. On a eu une première faculté de cryptologie en 1984. Moi, personnellement, je travaille dans les fintechs depuis
2006. Alors, en 2006, j'ai créé une petite fintech qui était basée sur tout ce qui est paiement de factures. Donc, je faisais du bill payment, que j'avais appelé DAN, Digital Alternative Numérique. Alors, je permettais à ceux qui habitent dans les immeubles de réunir leurs factures et de les payer via donc, une carte bancaire ou bien via un coursier. C'était une dématérialisation et non une digitalisation. Là, aujourd'hui, je vais vous montrer un peu au Sénégal, en fait, en Inde, au Gabon, à Djibouti, au Kenya, les pays dans lesquels j'interviens, que c'est possible également en Haïti. Parce que depuis tout à l'heure, ce que j'entends, aujourd'hui, j'ai suivi le premier panel, j'ai suivi les interventions, j'ai suivi également l'introduction de notre modérateur. Ce que j'entends, je vois qu'en fait, vraiment, il y a cette volonté de co-construire. La Banque centrale, aujourd'hui, de l'Afrique de l'Ouest, qu'on appelle la BCAO, a fait comme le Brésil, hein, comme la Banque centrale du Brésil. Eux aussi, depuis le 30 septembre, ils ont lancé une plateforme qui s'appelle PI. C'est la plateforme d'interopérabilité où tout le monde doit se greffer. Donc, c'est une obligation pour nous tous pour créer facilement une interopérabilité et avoir la faculté aujourd'hui de faciliter la tâche à tout ce qui est aujourd'hui à client final. Alors, qu'est-ce que nous faisons, nous, ici au Sénégal et en Afrique de l'Ouest en général? C'est que nous avons des associations. On a une première association qui s'appelle Alliance FinTech UMOA, dont je suis le vice-président, où nous faisons du think tank, où nous faisons des brainstorming pour permettre aujourd'hui à la Banque centrale, vous m'entendez? Ça va? Très bien. Continuez. Vous m'entendez? Oui, oui. OK. Donc, je disais qu'en fait, ce que nous avons réussi à faire un peu partout, c'est cette co-création en créant un écosystème, d'accord, un écosystème régional, donc un écosystème qui couvre la zone de l'Union monétaire ouest-africaine qu'on a appelée Alliance FinTech, qui nous permet aujourd'hui de dialoguer avec la Banque centrale, mais également de apporter nos inputs. Et cette co-création aujourd'hui a donné naissance, aujourd'hui à une plateforme, et cette plateforme-là, c'est la plateforme d'interopérabilité. Mais, comme a dit quelqu'un tout à l'heure, il faut partir sur l'approche écosystème. Il ne faut pas simplement se limiter au FinTech. Et nous, à Fintra, à Auria Technologies, c'est ce que nous avons réussi à faire. Au lieu de nous focaliser uniquement sur les FinTech, bien entendu, nous sommes une FinTech as a service, mais nous avons réussi aujourd'hui à intégrer ceux qui sont dans la logistique, à intégrer ceux qui sont dans la santé, à intégrer ceux qui sont dans les paiements portuaires, tout le monde en fait, et on a essayé de créer un bloc. Sachant que la finalité aujourd'hui, c'est quoi? La finalité, c'est le paiement. Et nous leur donnons ce moyen de paiement-là grâce à un système interopérable que nous-mêmes nous avons créé. Nous permettons également aujourd'hui, par exemple, à des jeunes qui viennent de sortir de l'université, qui ont créé une solution qui, aujourd'hui, pour lever des fonds, c'est un parcours de combattant. Pour avoir les API des structures, c'est un parcours du combattant. Nous, on a juste développé aujourd'hui un sandbox qui appartient à Auria et qui permet à tout le monde aujourd'hui d'être sur comment on appelle ça encore, sur un hub, et à partir de ce hub-là, tout le monde peut se connecter. Donc, nous sommes dans ça aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez en fait la présentation. Je pourrais continuer avec la présentation. Également, vous donner les use cases par rapport à ce que nous sommes en train de faire, surtout en ce qui concerne Fintra. On peut projeter la présentation? Merci, ça va. OK. Merci, Sarah. Là, c'est les tendances mondiales, donc avec l'inspiration internationale. Vous savez, on ne réinvente pas la roue. Des gens ont déjà créé tout ça ailleurs. Nous, ce qu'on a fait, c'est tout simplement aller voir ce qu'ils font. On a fait un benchmarking et on l'a reporté chez nous, mais en essayant en fait de respecter les aspirations de notre pays, les réalités de notre pays. Par exemple, en Inde, quand nous sommes partis, nous avons vu qu'en Inde, il y avait énormément de tout ce qu'on appelait aujourd'hui interopérabilité, mais aussi
financement des coopératives, ce qu'on appelle le crédit solidaire. Et nous, on l'a importé au Sénégal. Et là, aujourd'hui, le gouvernement nous a aidés avec un fonds que le gouvernement a créé depuis 2018 qui s'appelle la DER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Et cette délégation-là, quand elle est venue, elle n'avait pas les outils. Et nous, de l'écosystème, parce que nous avons créé une association qui s'appelle Insta. Et c'est en fait aujourd'hui la FECER qui est l'interlocuteur avec le gouvernement. Et ils ont pris des développeurs de chez nous et on a développé aujourd'hui un core banking, on a développé une plateforme en plus des développeurs de l'État et ça nous permet aujourd'hui de faire tout ce qui est paiement, tout ce qui est transfert, tout ce qui est nanocrédit. Et ce nanocrédit aujourd'hui est devenu tout simplement, le nanocrédit est devenu l'offre phare du Sénégal. Et je vous donne en fait en guise d'exemple, aujourd'hui, il y a plus de 400 000 femmes qui ont bénéficié des prêts entre $200 et $1000 avec en fait cette plateforme-là. Donc, si on avance un peu slide, si on avance un peu, vous allez voir aujourd'hui ce qu'on est en train de faire avec les ports. Au niveau des ports autonomes, il y a en fait des mastodontes qui aujourd'hui en fait, ont l'habitude de se faire payer par virement bancaire, par Mastercard, par Visa. Donc, nous avons tout simplement pris toutes ces API-là que nous avons mis en place et nous permettons à tous les transitaires, à toute la douane, de pouvoir tout simplement payer. Au Sénégal, il faut comprendre une chose, il y a une entreprise pionnière qui s'appelle Gaindé 2000, qui depuis les années 2000 a commencé à développer des guichets uniques pour les ports, pour la douane sénégalaise. Et c'est cette plateforme-là qui a été aujourd'hui transformée et a été sur le port de Lagos, Bénin, Cotonou et jusqu'à Singapour. Donc, c'est en fait des gens qui se sont réveillés très tôt et qui ont accepté de co-créer. À titre d'exemple, aujourd'hui, vous pouvez trouver un magasin de la marque Auchan qui est à Hambourg, qui est à 50 km de Dakar. Ce magasin-là, à lui seul, fait en termes de paiement marchand pour Wave plus d'1 million de dollars par jour. Ça, on vous le dit, il faut savoir que c'est parce qu'en fait les gens ont confiance et que les gens ont accepté. Donc, dans la transformation numérique, aujourd'hui, nous avons fait des efforts et nous savons qu'il reste beaucoup de choses et nous serons très, très, très heureux aujourd'hui de partager ces expériences-là. On a également des expériences avec les agriculteurs. Avant, ce qui était dans le café cacao, ce qui était dans l'oignon, il y avait énormément de gens en fait, qui étaient des intermédiaires. Et ces intermédiaires-là prenaient environ 30% de leur marge. Et quand aujourd'hui, grâce à une solution financée par l'ONU et l'international et le Bureau international du commerce, quand nous avons eu ça, ça nous a permis aujourd'hui de réduire de 30% en fait des pertes que les cultivateurs avaient. On a également ce qu'on appelle les IPM aujourd'hui. Tout ce qui est IPM, le parcours médical était très, très, très difficile. Et aujourd'hui, on a réussi à tout simplement digitaliser tout ça. Et à la fin, technique. Je vais voir. OK. La connectivité, mes amis. Écosystème. OK, on a perdu notre ami, pas du Gabon, du Sénégal, il a précisé ça. On va revenir en Haïti avec M. Jacquet. Et je ne parlerai pas au nom de la Banque centrale. J'étais un ancien cadre, ça fait déjà trop longtemps. On peut se poser la question, cette activité qu'on réalise aujourd'hui, est-ce une activité technologique ou une activité financière? Mais la frontière entre la finance et la technologie, elle est tellement fine qu'il faut une synergie, la Banque centrale, le CONATEL, l'IHSI, dans ce monde numérique, pour qu'on puisse mieux fonctionner. Ce que
que je peux dire au nom de la Banque centrale, c'est que monsieur que la Banque centrale va faire ça là, je dis pour lui dire, mais dernier software que gagne. La finalité, la Banque centrale veut participer dans la réduction de la pauvreté, de l'extrême pauvreté, car c'est ce que nous avons fait pendant les 7 dernières années. Nous avons une usine qui produit des pauvres et des extrêmement pauvres. Donc, comment utiliser les technologies pour réduire la pauvreté et l'extrême pauvreté? Et le titre est intéressant, le projet de digitalisation du secteur informel. Il faut formaliser l'informel. Parce que lorsque vous avez une économie informelle, on n'arrive même pas à déterminer la vraie valeur du produit intérieur brut. On ne sait pas réellement quel est le revenu per capita. Donc c'est dans ce sens que nous allons voir, alors pour ceux qui sont dans l'informel dans la salle, sachez que c'est mieux la bonne autorité pour nous payer des taxes, pour qu'il y ait une pression fiscale pour augmenter, si on veut faire la croissance économique dans ce pays. Donc, nous allons céder le floor à M. Jacquet pour nous dire ce projet de digitalisation du secteur informel en Haïti. Merci Kessner. Et comme tu l'as dit, c'est un projet de digitalisation des paiements dans le secteur informel. Donc la Banque centrale veut digitaliser les paiements dans le secteur informel. C'est un projet. Donc je vais vous présenter ce projet-là. Mais je vais remonter aux années 90 et pour parler un petit peu du programme de modernisation de la Banque centrale. Et la Banque centrale a commencé dans les années 97 à moderniser ses opérations. C'était une modernisation qui s'était inscrite dans une stratégie d'amélioration globale de ces processus qui visait à augmenter l'efficacité, réduire les redondances et améliorer la gestion de l'information en général. La Banque centrale a initié de nombreux projets en ce sens. Je peux citer quelques-uns. L'informatisation des guichets, l'informatisation de la comptabilité, par exemple, l'informatisation des rapports transmis par les banques commerciales, le CIF, les systèmes de paiement, les réserves obligatoires, les bons BRH, etc. Ensuite, il y a eu des projets majeurs comme le SPI, le PONAP, la compensation électronique, la banque à distance, et avec les autorisations qu'on a données aux FinTech, nous avons les FinTech maintenant. Alors, je vais un petit peu parler du système de paiement qui a bien évolué au cours des temps, au cours des 30 dernières années. Ce sont des progrès notables. Le SPI, le PONAP et les autorisations données aux FinTech. Mais l'absence de cadre légal, comme l'a dit le gouverneur, plusieurs panélistes ont parlé de ça, en particulier le Dr Samuel Pierre, l'absence d'interopérabilité entre les fournisseurs de services, le manque d'éducation financière, ainsi que les dispositions qui garantissent la protection des consommateurs, constituent des freins à une plus forte expansion. On aurait pu aller plus loin avec ces systèmes-là qu'on a mis en place, mais ces contraintes-là ne nous ont pas permis d'avancer rapidement. Néanmoins, la BRH continue avec son programme de modernisation. Et dans la planification stratégique globale 2025-2026, il est prévu un certain nombre de projets. Il est prévu un projet de base de données beaucoup plus globale. Il est prévu un projet de base de connaissances. Alors, on fait la différence entre base de données et base de connaissances. Il est prévu un projet de monnaie numérique de Banque centrale. Ce projet a été déjà lancé. D'ailleurs, on a choisi un nom, Bitcob, mais on va continuer avec une phase pilote. On va essayer de mettre une phase pilote en place pour qu'on puisse tester le concept de monnaie numérique de Banque centrale. On a commencé un petit peu avec l'intelligence artificielle. On a réalisé des séances de sensibilisation. On va continuer avec la formation. L'objectif, c'est de transformer les usages, transformer les modes de fonctionnement, transformer la gestion, etc. Et deux objectifs majeurs, nous voulons arriver au paiement instantané, nous voulons arriver à l'interopérabilité totale. C'est deux objectifs majeurs et nous allons travailler pour atteindre ces objectifs-là. Donc ces projets, la liste que j'ai citée tout à l'heure, ces projets forment l'écosystème numérique que la Banque centrale veut mettre en place. Comme Kessner l'a dit, il n'y a pas que les applications, il y a tout un système. Il y a l'infrastructure à mettre en place, il y a la cybersécurité à mettre en place, donc c'est tout le système. Si un maillon
ne marche pas, eh bien, le système ne fonctionnera pas correctement. Donc, la Banque centrale veut non seulement améliorer ses propres opérations, mais la Banque centrale veut automatiser les processus internes, les optimiser pour réduire les coûts, accélérer les délais de traitement, mais aussi stimuler l'innovation. Ça, c'est un point extrêmement important. Nous voulons stimuler l'innovation. Nous voulons accroître la compétitivité également et la croissance dans le secteur monétaire et financier. Nous voulons créer un environnement propice au développement de nouvelles technologies. Ces solutions, ça a été prouvé dans plusieurs pays, favorisent l'inclusion financière et numérique en réduisant d'abord les barrières à l'entrée et en facilitant l'accès aux services financiers pour les populations non bancarisées. Donc, l'un des projets de cet écosystème numérique, l'un des projets est la digitalisation des paiements dans le secteur informel. Ce projet s'inscrit dans la continuité des efforts déployés par la BRH et vise à consolider les acquis existants en matière d'inclusion numérique. Dans ce titre, la voie est des mots importants. Il y a digitalisation, il y a paiement, il y a secteur informel. Digitalisation. Digitalisation, on veut transformer les processus manuels en processus numériques. C'est clair. On va travailler avec les paiements, mais dans le secteur informel. Comme tout le monde sait, le secteur informel, c'est un secteur très large, très varié. Et si je peux citer les marchands ambulants qui circulent dans la rue, et les agriculteurs, il y a un nombre important de composantes dans le secteur informel. Donc, ce secteur-là est une composante majeure de l'économie du pays. Ce secteur représente une grande partie des activités économiques et de l'emploi. Ce secteur est dominé par les micro, petites et moyennes entreprises. Et ces secteurs-là, ces acteurs-là, les micro, les petites et moyennes entreprises, les marchands ambulants, ils font face à de multiples contraintes structurelles. Une gestion presque exclusive en espèces, du cash, un accès limité aux services financiers formels, une forte exposition aux chocs externes et une absence d'outils numériques adaptés. Ces facteurs-là limitent leur rentabilité, réduisent leur résilience économique et freinent les efforts de modernisation et d'inclusion numérique. Donc, c'est ces contraintes-là qui ont dicté à la BRH de se lancer dans un projet de digitalisation des paiements. Cette présentation-là a deux objectifs. D'abord, c'est informer et motiver les acteurs nationaux et internationaux. Ensuite, soutenir la promotion du paiement digital. C'est un premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de permettre au public d'avoir des informations concrètes sur ce projet-là. C'est un projet qui est lancé pour le secteur informel, mais le grand public doit être au courant des efforts que la BRH fait pour digitaliser les paiements. Donc maintenant, je vais passer au plan de la présentation. Et je vais d'abord parler de l'objectif global du projet. Je vais parler de l'objectif spécifique, des objectifs spécifiques. Je vais parler de la phase pilote. Ensuite, du déploiement à grande échelle, du suivi et de l'évaluation, du soutien continu de la BRH et à la fin, peut-être parler d'analyse d'impact. Donc, comme je dis tout à l'heure, l'objectif global, il y a deux objectifs globaux, c'est favoriser l'intégration numérique et financière du secteur informel. N'oubliez pas que l'objectif global, c'est un objectif à long terme. Okay? C'est la finalité qu'on cherche. Deuxième objectif global, c'est créer des systèmes plus transparents, hautement interdépendants et interconnectés. On cherche à arriver à l'écosystème numérique. D'accord? Maintenant, les objectifs spécifiques. L'objectif global était à long terme. L'objectif à long terme, d'accord, qui n'est pas mesurable directement. Okay? Par contre, les objectifs spécifiques sont moyens et court terme. Et on peut les mesurer. Donc, il y a quatre, là j'ai listé quatre. Le premier objectif spécifique, c'est améliorer l'accès du secteur informel aux services financiers numériques. Le deuxième objectif spécifique, c'est renforcer les capacités de gestion du secteur informel via des outils simplifiés.
Alors, dès qu'on parle du secteur informel, on parle de digitalisation des paiements, on parle d'inclusion financière. Il y a un mot-clé, c'est adaptation. C'est un mot qui va revenir de temps en temps. Si on crée, si on met en place des projets pour le secteur informel, si on est à la recherche de l'inclusion financière, il faut que les produits soient adaptés. Le troisième objectif, c'est faciliter l'accès à l'information sur les marchés et les prix en temps réel. Okay, le marchand est là, il est en train de vendre ses produits, donc il doit avoir accès aux informations sur les marchés, sur les prix, mais en temps réel. En temps réel, c'est extrêmement important. Le quatrième objectif spécifique, c'est accompagner la structuration progressive des activités commerciales dans un environnement numérique plus sécurisé et modernisé. Là, j'ai essayé de mettre quelques indicateurs de performance pour pouvoir, ça va être utile quand on va faire le suivi et l'évaluation du projet à la fin. Et là, comme indicateur, j'ai listé le taux d'adoption des paiements numériques, le nombre d'utilisateurs formés et actifs, le taux de satisfaction des utilisateurs concernant les services financiers numériques, la réduction du recours au cash dans les marchés ciblés. Donc on va voir les marchés ciblés, on a ciblé 4-5 marchés, on va voir ça tout à l'heure. Le nombre moyen de transactions numériques par utilisateur par mois, l'augmentation du chiffre d'affaires des utilisateurs des services financiers, le nombre d'utilisateurs ayant adopté les processus formalisés, le taux de rétention des utilisateurs. Alors, j'ai un petit peu mettre en correspondance les objectifs spécifiques et les indicateurs de performance. Et comme vous voyez là, sur l'écran, le prochain slide, s'il vous plaît. Le premier objectif, on avait l'amélioration du secteur informel aux services financiers, l'amélioration de l'accès du secteur informel aux services financiers. Donc, il y a 2 indicateurs. Le deuxième objectif, il y a 2 indicateurs. Le troisième, ainsi de suite. Donc, ça va nous permettre, à la fin du projet, de faire le suivi et d'évaluer le projet. Maintenant, les risques. En fait, au début du projet, on essaie de mettre tout en place pour que le projet marche bien. D'accord? Donc, on regarde les objectifs globaux, spécifiques, on regarde les indicateurs de performance et on regarde les risques et les mesures pour atténuer les risques. On a identifié à peu près 4 risques. Il y en a d'autres, mais là, on a listé 4. On a d'abord un premier risque, c'est la résistance au changement. Tout projet, quel que soit le projet qu'on met en place, il y a la possibilité qu'il y a la résistance au changement. Et la résistance au changement, il y a des impacts liés à la résistance au changement. On peut avoir des retards, on peut avoir des difficultés dans l'adoption des livrables, on peut avoir des augmentations de coûts, on peut avoir de la frustration. Okay? Quelqu'un qui n'est pas content, il n'est pas d'accord avec le projet, eh bien, il va résister. C'est sûr qu'il y a des alliés, mais il y a des opposants également. Les alliés, on va les utiliser pour faciliter le projet, mais les opposants, on va essayer de les convaincre, mais il y a une limite. On ne va pas rester toute la vie à essayer de convaincre les opposants. Donc, à un certain moment, il faudrait avancer. Donc, pour mitiger ce risque-là, la meilleure chose, c'est de faire des campagnes de sensibilisation. C'est de sensibiliser la personne, de les former, et pour expliquer le bien fondé du projet, pour expliquer les avantages. Il se peut qu'il y ait des inconvénients, mais il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Ensuite, le deuxième risque, c'est la faible connectivité et la faible couverture mobile. Ça, tout le monde est conscient de ce problème-là. Actuellement, même un appel téléphonique est difficile à faire. Voir la connexion sur Internet, voir avoir une bande passante suffisante pour travailler correctement. Donc, dans le cas, par exemple, du secteur informel, on est dans les rues, on est dans les marchés. Eh bien, s'il n'y a pas une bonne connectivité, s'il n'y a pas une bonne couverture mobile, eh bien, ce projet-là ne pourra pas voir le jour. Ou bien on aura beaucoup de difficultés pour mettre en place ce projet-là. Donc, et comme impact, c'est des difficultés d'accès. On peut avoir des retards, des incohérences ou perte de données, parce que s'il n'y a pas de connexion, s'il y a une mauvaise couverture mobile, eh bien, les données ne pourront pas transiter d'un point à un autre.
Donc, il peut y avoir des pertes de données, des incohérences, des insatisfactions des utilisateurs et de la frustration également. Les mesures de mitigation, on peut avoir des partenariats avec les opérateurs de télécommunications pour essayer d'avoir dans ces zones-là une bonne connectivité et une bonne couverture. Le troisième risque qui est très important, est le risque de cybersécurité. Ce risque-là, il faut vraiment, pour mitiger ce risque, il faut avoir des solutions conformes aux normes de sécurité. Il faut faire des campagnes de sensibilisation, il faut faire de la formation. Mais surtout, mettre en place des solutions conformes aux normes de sécurité. Et puis, il y a l'éducation financière, la faible littératie du numérique. On en a parlé dans le premier panel, le docteur Pierre en a parlé. Il y a des impacts liés à ce risque-là. Et comment mitiger, c'est la formation. Et on peut même arriver jusqu'à une formation, un accompagnement personnalisé. Et s'il y a des marchands qui sont réticents, qui n'ont pas suffisamment de connaissances pour utiliser un téléphone, pour utiliser des outils simples, eh bien, si on doit les prendre en formation, une marchande à la fois, eh bien, on fera ça. Parce que ça, c'est important pour qu'on puisse convaincre la personne d'adopter le projet, d'adopter le produit et de pouvoir vendre dans de meilleures conditions. Les parties prenantes, il y a des parties prenantes à ce projet-là. La BRH, bien sûr, qui est le sponsor du projet. Les banques commerciales, les coopératives, les IMF, les FinTech, les fournisseurs de services de paiement numérique, le secteur informel, les partenaires nationaux et internationaux. Maintenant, on va passer aux différentes étapes du projet. C'est un projet, là j'ai listé, changez de slide s'il vous plaît. Encore. Ok, merci. Là, j'ai listé des étapes classiques d'un projet. Et là c'est une gestion prédictive, c'est-à-dire, au début, on planifie tout ce qu'il y a à planifier. Il y a plusieurs méthodes de gestion de projet. Il y a la méthode prédictive, la méthode traditionnelle. On planifie au début tout ce qu'on doit planifier. Et on exécute le projet de façon séquentielle. C'est ce mode de gestion de projet. Mais il y a un autre mode de gestion de projet également. Il y a le mode agile. Je ne vais pas entrer dans le mode agile, mais c'est sûr que dans ce contexte actuel, qui est un contexte complexe, qui est un contexte incertain, on ne peut pas tout planifier dès le début. On ne peut pas tout planifier. Donc c'est sûr qu'on va faire comme un mix. On va être en séquentiel, mais de temps en temps, on va passer en agile pour pouvoir adapter à la situation, au contexte. Donc les différentes étapes, c'est l'initialisation, la planification du projet, l'exécution du projet, la surveillance et contrôle, et puis la clôture. La clôture est une étape également du projet. On est à la phase 3, on est à l'exécution maintenant. On a fait l'initialisation, étude de faisabilité, étude d'opportunité. On a planifié le projet en partie. Vous allez voir ça. Là, on est au stade d'exécution avec la phase pilote qu'on est en train d'exécuter actuellement. La phase pilote est en cours. Nous allons voir ça. La surveillance et le contrôle, et puis la clôture. Donc, je vais plus parler de la phase pilote que je vais passer en détail. Je vais passer en détail sur la phase pilote. La première étape de la phase pilote, c'est l'étude de terrain. Il y a une enquête à lancer. Cette enquête a été lancée. Et je viens de parler à Enomi, c'est ProEco, c'est la firme ProEco de Enomi Germain qui réalise cette enquête pour la Banque centrale. Je viens de lui parler, il m'a dit qu'ils ont déjà collecté les données. Donc, l'enquête est en cours, ils ont déjà collecté les données. Donc, ils vont passer au stade d'analyse. Et une fois qu'on aura reçu le rapport final de l'enquête, avec les recommandations de la firme ProEco, on passera au choix de la solution technologique. Ensuite, ce sont les étapes tests. Et une fois testé, on doit avoir les retours, s'il y a des améliorations à apporter et les ajustements à faire. Ensuite, signer des partenariats stratégiques avec les opérateurs de télécom, par exemple. Faire la sensibilisation et la vulgarisation.
Et puis, la dernière étape qui est extrêmement importante, c'est à partir de ces informations-là, à partir de la solution testée, à partir des ajustements apportés, créer un modèle reproductible. Parce que là, on est dans une phase pilote. On doit déployer à grande échelle. Donc, il faut créer un modèle qu'on est capable de reproduire dans d'autres marchés, dans d'autres villes. L'objectif de la phase pilote, ok? Ça, je détaille un petit peu la phase pilote. Et il y a l'objectif de la phase pilote, et tester la solution retenue en conditions réelles, parce qu'on doit tester la solution. Et on doit évaluer l'acceptabilité par les utilisateurs. On devra tester les procédures opérationnelles. On devra mesurer l'impact. On devra tester les stratégies de sensibilisation et de formation et créer ce modèle reproductible dont j'ai parlé tout à l'heure. Okay, maintenant, il y a un mot qui est important que j'aimerais revenir là-dessus, c'est évaluer l'acceptabilité par les utilisateurs. Et le mot acceptabilité est extrêmement important. Si l'utilisateur, l'utilisateur pour moi, ce sont les marchands, on va y arriver, dans le secteur informel. Donc, s'il n'accepte pas le produit, eh bien, le projet, on est sûr d'aller vers un échec. Donc, l'acceptabilité, c'est comme un jugement. C'est un jugement collectif sur la légitimité et la valeur du projet. Donc, l'extrêmement important, le projet a une valeur, le projet a légitime. Et ce jugement-là peut être positif ou négatif. Et ce jugement-là n'est pas figé. Ce jugement peut évoluer dans le temps. Et cet aspect-là est extrêmement important. Peut-être au départ que la personne n'est pas d'accord au départ. Mais si on arrive à convaincre la personne, si on arrive à lui expliquer, à sensibiliser, eh bien, la personne peut changer ce jugement-là. Donc l'acceptabilité par les utilisateurs est extrêmement importante. Donc ça nous permettra de comprendre les comportements et les préférences. Ça permettra d'identifier les freins à l'adoption, d'accord, le manque de confiance dans la technologie, la faible littératie numérique ou financière, le coût perçu, d'accord, ou réel des transactions électroniques, parce que la transaction a un coût. Si ce coût perçu est important, eh bien, il y a un risque de non-acceptabilité. La peur de la fiscalité, puisqu'on va rentrer le marchand dans le secteur formel. Peut-être qu'il a peur de la fiscalité ou de la traçabilité. Ça permettra d'adapter la solution aux réalités du terrain, d'accord, et favoriser l'appropriation par les utilisateurs. Et surtout réduire les risques d'échec. Maintenant, si vous voyez, la première phase, c'était l'étude de terrain. Okay? Donc, on va parler de l'étude de terrain. Et quels sont les objectifs de cette étude de terrain? Okay? Comme objectifs globaux, c'est fournir une base de données fiable et actualisée sur les caractéristiques pratiques, commerciales, accès aux technologies mobiles et niveau d'inclusion financière des marchands informels. On doit identifier les structures collectives, associations, réseaux informels, qui peuvent jouer un rôle de catalyseur dans l'adoption des solutions numériques. Soutenir les efforts d'inclusion financière et d'intégration numérique du secteur informel. Dénombrer les marchands informels opérant dans les marchés cibles. Donc, on va voir tout à l'heure, on a ciblé 5 marchés, 2 marchés à Pétionville, un marché au Cap-Haïtien et 2 marchés au CAE. Les objectifs spécifiques, c'est arriver à cartographier les marchés ciblés. Okay? Cartographier, cela veut dire qu'il faut localiser géographiquement les marchands, il faut identifier les acteurs et les structures, il faut analyser l'organisation spatiale et sociale. Est-ce qu'il y a des étagères dans le marché? Est-ce qu'il y a des zones spécialisées, fruits, légumes, etc. Est-ce qu'il y a comment les clients viennent acheter, les flux des clients, et puis les horaires d'activité. Donc, quand on cartographie les marchés, on va avoir toutes ces informations-là. Attendez. Donc, le deuxième objectif spécifique, c'est analyser la disposition des marchands à accepter des paiements électroniques, carte de débit, téléphone, etc.
observer les moyens de paiement utilisés par les acheteurs au cours des transactions, construire un échantillon représentatif de marchands dans ces marchés ciblés pour les études futures, analyser les données collectées et puis formuler des recommandations. Pour l'étude de terrain, c'est sûr que Proeco va adopter une méthodologie. Okay? La méthodologie de Proeco, d'après ce qu'ils ont présenté à la BRH, repose sur une approche quantitative comprenant des observations et le dénombrement exhaustif des marchands. Okay? Donc, Proeco va collecter les données sur le terrain, en face à face, à l'aide de téléphones ou de tablettes. L'enquête sera menée directement auprès des marchands dans les marchés ciblés, à l'aide d'un questionnaire. Les enquêteurs seront recrutés localement dans chaque commune, à Port-au-Prince, au Cap et au CAI. Et à Port-au-Prince, ce sont essentiellement les étudiants du CTPEA qui assureront la collecte des données. La planification de cette mission, et la phase de la mission, planification, mise en œuvre, rapport. Dans la phase de planification, ils vont recruter et former les enquêteurs. Dans la mise en œuvre, ils vont collecter les données, traiter et analyser les données. Ensuite, ils feront des rapports. Et la zone d'intervention, comme je l'ai signalé tout à l'heure, c'est 2 marchés à Pétionville, le marché de fruits et le marché de vêtements neufs, un marché au Cap, le marché de vêtements neufs, 2 marchés au CAI, le marché de restauration La Toutrelle et le marché de vêtements neufs. La durée de cette intervention-là et de cette collecte s'étend sur une période de 10 jours ouvrables pour chaque ville. Donc 10 jours ouvrables pour chaque ville, ça fait 30 jours. Donc, comme il peut y avoir des imprévus, on va ajouter une réserve pour imprévus qui sera intégrée au calendrier. Maintenant, les livrables. Ce que Proeco va donner à la BRH comme livrable. Il y a le plan de collecte des données dans les marchés ciblés, et les outils de collecte, parce qu'on va avoir besoin de ces outils pour les utiliser après. La base de données brute, un rapport provisoire d'analyse, un rapport final, la base de données traitée et un échantillon représentatif pour les interventions futures. Maintenant, cette phase-là, la phase d'étude de terrain est terminée, une fois que Proeco aura remis son rapport final. Mais la phase pilote n'est pas encore terminée. On a terminé avec l'étude de terrain, on va continuer avec la phase pilote après le rapport de Proeco. Donc on va choisir une technologie adaptée. Okay? On a encore des idées, mais on ne s'est pas encore arrêté sur un choix. Ça peut être des paiements mobiles, ça peut être des QR codes, ça peut être des portefeuilles électroniques, etc. On peut développer une plateforme ou bien on peut intégrer une solution qui existe déjà. On ne s'est pas encore arrêté sur un choix. Mais l'essentiel, c'est d'assurer la simplicité d'utilisation pour les utilisateurs peu familiers avec la technologie et prévoir des options multilingues et accessibles. Ce sont des prérequis qu'on va fixer. D'accord? Simplicité d'utilisation, options multilingues, accessibles, possibilité de fonctionner offline, parce que si Internet n'est pas toujours disponible, il faut être capable d'utiliser le système quand on n'a pas Internet. Donc, après, on passe aux phases de test. On vérifie si les processus liés à la solution sont simples, sont efficaces, et s'ils sont adaptés au contexte. Ensuite, on identifie les éventuels goulots d'étranglement ou inefficacité. Maintenant, le système, le choix, on a choisi la solution, on met ce système en test, donc on va recevoir des retours des utilisateurs. Okay? Donc, pour recevoir des retours des utilisateurs, on doit implémenter des mécanismes efficaces et accessibles qui permettent aux utilisateurs de partager leur expérience, leurs difficultés et faire des suggestions. On va recueillir les retours des utilisateurs pour identifier les points à améliorer et on fait une synthèse des retours et les analyser. Ensuite,
on apportera les améliorations qu'il faut, corriger les problèmes identifiés lors de la phase pilote, ajouter des fonctionnalités si nécessaire en fonction des besoins exprimés. Comme je dis, dans le projet, il y a des parties prenantes. La BRH est le sponsor du projet, mais il y a d'autres parties prenantes. Donc, on devra signer des partenariats stratégiques avec ces autres parties prenantes, en particulier les opérateurs de téléphone, et Natcom, Digicel, les fintech par exemple. On doit avoir des partenariats stratégiques avec ces acteurs-là, ces parties prenantes. Ensuite, on travaillera avec des institutions financières, les banques commerciales, les coopératives, les IMF, les fintech, les fournisseurs de services de paiement numérique pour offrir des solutions de paiement sécurisées. Et on impliquera les autorités locales et les associations du secteur informel pour favoriser l'adoption. Donc, s'il y a un groupe qui peut nous aider à faire adopter le produit, eh bien, ce sont les associations qui sont dans le secteur. Par exemple, il y a Ramsa, on a travaillé avec Ramsa, c'est l'association des Madame Sarah. C'est sûr qu'on va travailler avec Ramsa pour nous aider à faire adopter le produit. Ensuite, on passera à l'étape de sensibilisation et de vulgarisation. On organisera des campagnes de sensibilisation pour expliquer les avantages de la digitalisation. On formera les utilisateurs, que ce soit les vendeurs, les clients, les vendeurs et les clients. On les formera à l'utilisation de la solution. Et puis, on fournira un support technique accessible. Mais accessible, et pas uniquement sur papier, mais accessible en ligne ou bien avoir des tutoriels, etc. Là, je suis à la dernière étape de la phase pilote, c'est la création du modèle reproductible. Comme je vous avais dit, une fois qu'on a choisi la solution, on a testé la solution, on a pris en compte les retours des utilisateurs, eh bien, il faudra créer un modèle qu'on peut reproduire. Là, c'est extrêmement important parce qu'on doit déployer à grande échelle. Parce qu'on est à Port-au-Prince, on est au CAI, on est au Cap. C'est 5 marchés, il n'y a pas que 5 marchés. Donc, il faudra déployer à grande échelle. Donc, c'est ce modèle-là qu'on va utiliser pour déployer à grande échelle. Donc, en mettant en place ce modèle-là, on doit identifier les bonnes pratiques et les leçons apprises pour développer ce modèle-là qui pourrait être appliqué à d'autres départements ou bien à d'autres segments du secteur informel. On doit documenter les processus et les ajustements nécessaires pour faciliter l'expansion. Donc, en résumé, la phase pilote est une étape cruciale pour minimiser les risques, optimiser la solution et maximiser les chances de succès du projet lors du déploiement à grande échelle. Donc, elle permettra de s'assurer que la solution répond aux besoins réels des utilisateurs, tout en étant techniquement et opérationnellement viable. Ensuite, on fera le déploiement à grande échelle. On fera le suivi et l'évaluation. Maintenant, pour faire le suivi et l'évaluation, on va utiliser le tableau que j'avais au début avec les indicateurs et ensuite, on ajustera la stratégie en fonction des résultats obtenus. Donc, le suivi et l'évaluation est extrêmement important. C'est un processus, ça ne s'arrête pas. On met le projet en place, on teste, on fait le suivi et l'évaluation. S'il y a des choses à corriger, on revient encore pour corriger et on remettra en test à nouveau. Le soutien de la BH est extrêmement important et ce soutien doit être vraiment en continu. Donner un support technique et une assistance aux utilisateurs, continuer à sensibiliser et à former les nouveaux utilisateurs, et puis surtout anticiper les évolutions technologiques pour rester pertinent, parce que la technologie évolue. Peut-être qu'aujourd'hui on choisit une solution, demain cette solution a évolué et on doit se mettre à jour. L'analyse d'impact. Comme le projet est en cours, il y a 2 façons de faire l'analyse d'impact. En amont, on peut faire l'analyse d'impact pour mesurer l'impact potentiel en amont. Et en aval, on mesurera les impacts réels. Donc là, le projet est en cours, on va mesurer les 2 impacts, les impacts potentiels et les impacts réels.
là, j'ai mis un scénario d'usage prospectif. Bon, c'est un cas fictif, bien sûr, c'est fictif. Et j'ai pris l'exemple de Timari, qui est une marchande de fruits au marché de Pétionville, qui utilise un portefeuille mobile pour recevoir ses paiements. OK? Les avantages, c'est le gain de temps, la sécurité, la traçabilité des ventes. Son témoignage, le témoignage fictif, depuis que j'utilise le paiement mobile, je peux suivre mes ventes sur mon téléphone, je peux accéder à des microcrédits, je n'ai plus besoin de garder de l'argent liquide sur moi, donc j'évite les risques liés au transport de cash. Donc ça met fin à ma présentation. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Jerry. Ça a été long, mais c'est le projet du jour, c'est le projet de digitalisation qui est fondamental. On dit bien FinTech, pas TechFin, bah ouais. Alors je vois la tête d'un ancien banquier central qui pourrait se dire, est-ce que Banque centrale perd du mission? Ça reste toujours avec Gomez, la stabilité des prix. On dit bien la stabilité des prix. Ce n'est pas lutter contre l'inflation exclusivement, mais également éviter la déflation. En Haïti, nous ne parlons pas de déflation, mais ça existe également. Donc il faut stabiliser les prix. C'est ça le rôle final de la Banque centrale. Mais également, je verrais une juriste et ancienne superviseure de la salle qui est capable de faire tout. La Banque centrale va conserver tout ça également, cette stabilité financière. Ce n'est pas simplement l'inflation. Certaines banques centrales n'ont pas ce rôle, mais en Haïti, la Banque centrale joue ce rôle. Et sa technologie après le porter l'informel pour faire aller plus rapide, pour avoir plus de blanchiment. Parce que nous avons fait du blanchiment chaque jour à 5 000 gouttes, à 5 000 gouttes, à 5 000 gouttes, parce qu'en face, là, nous avons travaillé rapide tout. Ce n'est pas simplement la cybersécurité pour tout cela, mais il peut y avoir des choses extrêmement difficiles à gérer en quelque sorte. Mais là encore, les gens se disent, ouais, mais stabilité des prix, stabilité financière, la finalité, c'est quoi? C'est la qualité de vie. N'oubliez pas, je vous rappelle à chaque fois que ce n'est pas FinTech que nous venons faire là, ce n'est pas technologie, c'est améliorer les conditions de vie de la population. D'ailleurs, la Banque centrale se donne dans son document tous les ODD. Lutter contre la faim, lutter contre la pauvreté, les emplois jeunesse en particulier, ça va le bon pour jeunes. L'équité du genre, la Banque centrale a décidé d'y apporter tout cela. Donc, ce n'est pas la technologie, ce n'est pas simplement la finance, mais c'est améliorer la qualité de vie de la population. C'est ça. Ce qu'on sortira 2 jours après. Est-ce que tout le ça me finit par aller là, ça me va le bénéficier là-dedans? Est-ce que le secteur informel là, moins formel pour gagner plus d'argent qu'avant et que gagner plus d'activité? Parce que la Banque centrale doit soutenir également la production. Certaines banques centrales n'ont pas simplement l'inflation, mais la Banque centrale américaine, ils sont là pour batailler contre le chômage également. Vous voyez ce qui se passe entre eux. Je vais citer un monsieur très fort, M. Washington, bataille à faire avec le gouverneur de la Banque centrale des États-Unis, qu'il menace même de licencier, traiter de tous les maux. Donc, ce qui dit que c'est un rôle extrêmement important. Alors, j'aime sourire pour finir lorsque, en Haïti, la population par rapport à la Banque centrale, là, est plus intéressée à taux de change qu'elle est intéressée à l'inflation. L'inflation a monté, je ne sais pas qui est la Banque centrale là. Mais qui était taux de change, là, 140, 150 gouttes là, tu as pris pression que tu as fait sur la Banque centrale là. Donc, il faut que nous puissions avoir cet esprit de l'écosystème, quel est le rôle de chaque acteur, cette synergie. L'IHSI produit le chiffre de l'inflation, qui est un indicateur fondamental pour la Banque centrale. Conatel supposé faire télécom pour communication. Donc, c'est comment assurer cette synergie pour qu'on sorte d'ici avec un écosystème, avec la finalité, améliorer les conditions de vie de la population. Toute parole technique n'a pas là, comment ça, après le poton bagay puis bon pour moi. Tomate ça quand on m'a vendu puis bien, quand on va faire plus comme on va le voir petite à l'école, il faut jamais oublier que c'est ça la finalité. Et nos Jean qui est avec nous, et il n'y aura pas de présentation, réagira rapidement sur ce qu'a dit Jerry en plusieurs occasions. Donc, capable de faire un petit ferme pour nous, parce que nous nous grand goût là en pile. Donc, moi, je vais garder là pour j'espérer. Donc, allez rapide pour 2-3 questions et libérer mon pour demain matin. Vas-y, Nomi. Merci Wowo. Alors, bonsoir tout le monde. Et effectivement, nous allons aller rapide, étant donné que Jerry a tout dit, c'est peut-être quelque chose qu'on va dire dans 2 minutes.
c'est que effectivement, pour EcoHaïti est responsable de la conduite de l'enquête dans le cadre du projet d'inclusion numérique des acteurs du secteur informel. Et là, il était question de présenter les avancées, mais comme vous avez faim, et là, on va présenter uniquement peut-être 2 slides pour vous permettre de voir exactement là où nous sommes à ce point dans le cadre de cette étude. Et la première chose, c'est peut-être un rappel de la méthodologie qui a été retenue avec la Banque centrale, justement, c'est qu'il y a eu un certain nombre de marchés, comme Jerry l'avait dit, qui ont été visés. Et notre méthodologie, c'était donc de chercher à enquêter absolument toutes les marchandes ou tous les marchands qui se trouvent dans les marchés ciblés en quelque sorte. Évidemment, on a eu une méthodologie plutôt mixte, et c'est-à-dire à la fois quantitative et qualitative. Quantitative parce qu'évidemment, on a besoin des données chiffrées, mais qualitative parce que tout simplement, il faudrait faire des observations et parce que quand même, il sera question des échanges. On ne peut pas parler d'échanges entre individus sans penser à l'aspect et observation en quelque sorte. Bon, et pour collecter les données, on a utilisé le logiciel ODK, on a utilisé des tablettes, des smartphones justement pour nous assurer de la fiabilité des données, que ces outils électroniques nous permettent d'avoir un certain contrôle sur les opérations du terrain. Donc, on a fait le choix justement d'une enquête plutôt électronique. Bon. Et questionnaire structuré validé par la Banque centrale, c'est-à-dire qu'on a structuré et on a programmé au niveau du logiciel ODK. Et ensuite, on a, allons-y, recruté les enquêteurs dans les 3 départements qui sont ciblés. D'abord l'Ouest, et Jerry avait dit que ce sont particulièrement les étudiants du CTPEA qui ont conduit l'étude, et on va dire sous la supervision d'un superviseur. Et puis, on a le Nord, le département du Nord. On a également le département du Sud et évidemment, on a formé les enquêteurs de manière rigoureuse pour collecter les données. Bon, il y a eu un échantillon plutôt initial. Bon, j'ai dit initial parce que sur le terrain, il y a eu des modifications, en tout cas à l'avantage ou au bénéfice de l'enquête. C'est qu'on a visé un certain nombre de marchés comme on a vu là, et je vais peut-être les citer dans les 2 prochains slides. Bon, il y avait des nombres estimatifs parce que, au fait, ce qu'on a fait, c'est qu'avant de procéder à l'enquête du terrain, on a pris le soin de mener des visites exploratoires. Exploratoires pour avoir une idée, parce qu'il ne faut pas oublier, ce n'est pas un recensement pour absolument tout le monde, mais on peut dire que c'est un petit recensement, étant donné que dans chaque marché, on a visé la totalité des marchands ou des marchands qui s'y trouvent pratiquement. On a collecté les données, Jerry, on a collecté les données du 17 au 24 septembre 2025. Qu'est-ce qu'on a, quel est le nombre de marchands qui ont été finalement répertoriés? C'est pratiquement 601 marchands dans les différents marchés. C'est le slide suivant qui va donner pratiquement le résumé. Et là, vous allez voir certaines informations sur les données qui sont finalement collectées. Au niveau de Pétionville, finalement, on a complété pratiquement 182 interviews et bon, on a un taux de réussite de 87,1%, c'est-à-dire qu'il y a eu des cas de refus, c'est-à-dire des gens à qui on a commencé à introduire l'enquête, en tout cas qui ont tout simplement refusé de répondre aux questions pour plusieurs raisons. En tout cas, l'une des raisons, c'est qu'il y a tellement d'enquêtes dans le pays, il n'y a pas de suivi, et bien les gens sont fatigués. En tout cas, ça c'est classique en matière d'enquête. C'est-à-dire que quand on fait d'enquête, on ne fait pas de suivi et pratiquement on épuise beaucoup trop l'enquêté ou bien le potentiel enquêté en quelque sorte. Au cas haïtien, c'est finalement 148 questionnaires qui ont été complétés. Et au CAI, 195 questionnaires complétés finalement, et on a ce chiffre, mais il y a eu un petit retour sur le terrain qui n'est pas actualisé dans ce tableau, mais généralement c'est 601 personnes justement qui ont répondu aux questions de l'enquête. Maintenant, les prochaines étapes, vraiment pour me quitter, nous me disons 100 minutes. Prochaines étapes, c'est que nous sommes en train de faire le contrôle de qualité des données et le traitement des données, c'est en cours parce que de toute façon, après les données brutes, bon, il faut utiliser un ensemble de critères pour bien traiter les données. Et ensuite, on va passer à la préparation du rapport préliminaire et la préparation de la base de données brutes. Et finalement, on va donner le rapport final assorti d'un ensemble de recommandations pour l'action de la part de la Banque de la République d'Haïti. Donc voilà, moi, j'étais là tout simplement pour vous dire les avancées dans le cadre de l'enquête
qui est une partie justement du projet, le projet qui est très global, et bien voilà là où nous sommes dans le cadre de cette étude de terrain que nous réalisons pour le compte de la Banque centrale dans le contexte de ce projet de digitalisation. Donc j'ai promis Woro que merci beaucoup, pas être oui. long. Promesse tenue. Nous avons un petit cop pour digitalement. Et merci, oui. J'attends. Tu as compris. On est économiste, c'est promettre, tu vas obliger de les délivrer. Et tu as bien complété la présentation de Thierry. Nous allons prendre seulement 3 questions, mes amis. Et vraiment des questions. Hein. Il y a quelqu'un, il y a de ce côté. On a besoin de micro. Oui, pendant qu'on prend les questions, et M. Farrell, il y a Diallo, M. Diallo qui est encore en ligne. Oui, donc okay. Si vous voulez avoir des interactions avec lui et des questions aussi du public. Merci. Oui. M. Diallo, du Sénégal, hein, pas du Gabon. Vous pouvez résumer pour nous, M. Diallo? Allô? Il est là? Non? Diallo fait bye-bye. Oui, première question? Il n'a pas micro. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis Swafis Robinson, étudiant à la faculté des droits et des sciences économiques à l'FDSU. Il y a une information que vous n'avez pas donnée. Vous avez quel âge? J'ai 23 ans. Quoi? 23 ans. Timounaye, allez-y. Et ma question stipule ainsi. Dans un système aussi corrompu où les besoins sociaux de base de la population ne font pas partie des priorités de nos autorités, d'après vous, comment est-ce que les marchands auront-ils intérêt à se lancer dans la digitalisation des paiements? Très bien, première question. Les lancer dans la digitalisation des paiements, nous n'avons pas besoin de payer taxes, côté que l'État va même répondre avec besoin de base. Tout à fait. Et question, ça, on a quitté pour la prochaine élection, la campagne électorale. Si vous n'avez pas répondre à une question, ça, vous n'avez pas voté pour eux, non? Deuxième question. À l'arrière. Bonsoir. Déjà, je remercie la Banque BRH pour cette belle initiative. Bon, ma question est la suivante. Comment la FinTech pourrait aider à une amélioration de la croissance et par la suite réduire le niveau d'inflation? Ensuite, j'ai une seconde question. Et, M. Farrell, en termes de résultats... modérateur, oui. Vas-y. Oui. En termes de résultats concrets, quelles sont vos attentes par rapport à la FinTech sur le long terme? Sur quoi? Sur le long terme. Oh, le long terme, merci. Oui, merci. Good. On prend la dernière question. S'il n'y en a pas... Ah, on y a un goûter de bon, oui. On va tester. Voilà, il y a une dame. Allez-y. Il y a une dame de ce côté, en rouge. Yeah. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Et je profite de remercier BRH pour belle activité ça que de réaliser ensemble avec partenaires. Non pas c'est Choulou Divni, moi c'est un cadre BRH. Moi c'est présidente fondatrice d'une organisation qui est les FIEF, c'est une organisation femmes cap gourmand pour droits femmes respectées. Et question par maintenant c'est concernant femmes qui pas éduquées, femmes qui pas connaissent lire. Moi, que nous parlons d'éducation technologique, nous parlons d'éducation financière, nous pas parler d'éducation tout court. Il y a des gens, des marchands, qui ne savent pas même comment pour utiliser un téléphone mobile. Ils ne savent pas lire. Comment nous pensons, comment nous pouvons intégrer la catégorie femmes, la catégorie moun dans le projet ça. Merci. OK. On sépare les questions. Je vais première. Je vais quitter la troisième pour une nomie. Je vais après ça poser directement.
Donc, vas-y. Ton micro. Première question, c'est, en fait, pour moi, il est très simple parce que on marchand qui l'a marché, on marchand ou bien on marchand qui l'a marché, il y a un produit là pour vendre. OK? L'heure où on vient acheter la mail qu'on y a là, puisque il pas gagné l'autre moyen de paiement, c'est cash. Donc, mon a payé en cash. Il n'a pas accumulé cash. Il y a plus de risque qu'il n'a pas accumulé cash là que s'il rentre dans le projet, côté gain l'autre moyen de paiement qui permettent que moun vienne acheter la mail de façon plus facile. Et ça c'est problème de sécurité. Mais il y a l'autre problème pour gestion cash là. Marchand ça, si son marchand qui vend en pile, qui a envergure, qui a en pile produit là pour vendre. Gestion cash là, plus difficile. Le n'a pas accumulé un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine. À la fin du mois, s'il a même fait un bilan de ça, le vendre rapidement. S'il y a moyen de gestion, là, plus facile pour lui. Donc, il prouve dans plusieurs autres pays que leur digitaliser les paiements, leur transformer le processus manuel en processus automatique, il y a un paquet d'avantages pour les gens qui utilisent les produits. Je ne pas tellement le problème de corruption. Et je ne pas trop bien comprendre l'aspect ça, mais il y a un pile d'avantages pour nos marchands rentrer dans des systèmes numériques. Parce que le système numérique a prouvé que ça facilite l'inclusion numérique, ça facilite un ensemble d'aspects qui ne pas prendre en compte dans le processus manuel. Merci. Et Nomi, tu as entendu la question? Non, pas vraiment. Vous pouvez vous prendre pour moi? Question politique, l'Opel. Mais c'était quoi la question? Je n'avais pas bien entendu. Il y avait un petit problème de connexion. Je me dois être candidat dans la prochaine élection qui va venir. Bon, écoutez, comme dans le cadre de ce projet, est en train de répertorier des marchands. Ces marchands-là sont candidats. Et dans le cadre du projet, mais nous, jamais n'a absolument pas l'intention d'être candidat. Mais dans le cadre du projet, nous estimons effectivement, nous retenons de bons candidats parce qu'on avait parlé de base de données. C'est-à-dire que dans la base de données, est-ce que nous avons gagné de bons candidats effectivement qui pour permettre que le projet A ou bien phase pilote soit capable de réussir. Mais quant à nous, nous ne sommes pas candidats. Just pulling your leg. OK, on nous finit avec question par maintenant et peut-être fermer pour journée parce que nous avons une journée demain encore. En fait, l'éducation et la pauvreté. Ça nous connaît très bien. Les gens qui sont moins éduqués, nous avons moins de chance à l'éduquer tête. Très souvent, il y a un salaire qui est beaucoup plus faible, il y a moins d'opportunités. Capital humain, c'est un bail que nous dit, qui démontre en économie, une économie sur les Gary Becker qui montre ça. Donc, plus vous êtes éduqué, plus vous avez de chance de sortir en pauvreté. Mais je vous dis, ça dépend de qui qualité d'éducation après. Parce que si l'éducation ODD 4 n'est pas de qualité, on va pas acheter un mauvais produit, ça va veut dire qu'on va le réussir en quelque sorte. D'où le concept d'alphanétisation. Je dis à pas penser que marchand, parce qu'il n'a pas fait un pile à l'école, sous pour un temps, et le projet a dit ça tout, pour parler avec elle, pour éduquer, pour saisir ça qui rythme, il va aller beaucoup plus rapide. Il a sauté toute parole qui était pas nulle à l'école, la façon d'enseigner. Donc, elle a changé radicalement. C'est la qualité de l'éducation qui est importante. 60% de gens qui vont passer dans le baccalauréat, c'est ça chiffre là. Nous avons récupéré un paquet là-dedans. C'est notre l'intelligence artificielle, l'intelligence émotionnelle, une autre façon d'éduquer. On n'a pas acheté un produit qui dépasse, qui fait que mon quitte l'école, il a fait des bagages qui ne sont pas intéressants. Donc ça n'a pas inquiétant, la technologie est capable de favoriser ça, mais il faut s'y prêter en quelque sorte. Ma question, c'était surtout de voir, comme on dit, ce troisième rendez-vous là, c'est comment renforcer le capital numérique de ce pays. Bien placé pour me poser une question, long terme, non? Parce que 30 ans à parler d'Internet dans ce pays, je dis à une seule entrée, je dis à seulement 34% de gens qui ont accès à Internet de façon normale. Donc, vous voyez, on n'a pas pris la leçon. Et c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup insisté pour vous dire, il faut que vous puissiez faire un plaidoyer. Il va y avoir une campagne électorale. Si un parti politique vient, si un parti politique qui n'est pas alphanétisé, qui ne comprend rien dans la technologie, qui ne comprend rien dans l'intelligence artificielle, soit le voter pour Mounzal pour la goulon trou. Le plus fond que ça n'y est là, je vous dis là.
Tout ceci, c'est faire de la politique. Mais faire de la politique de manière positive, pour améliorer les conditions de vie. Pour être plus perdu que moi-même. Je suis plus proche du tombeau que du berceau. À 23 ans, c'est monsieur qui a tout pour le gagner, la décision qu'a faite là. Donc ce capital numérique, c'est l'éducation. Ce capital numérique, c'est la culture des données, la culture de statistiques. Ce capital de données, c'est la connectivité. Je vais prendre ton page dans sa dière, tu as parlé tout à l'heure. C'est l'agilité, comment s'adapter rapidement, ou pour un choc, comment pour lever. Pas peur d'échouer. Les échecs, ça aide. Surtout, tu as gagné, ou pas jamais perdu, jour perdu, ou perdu le nord. Et la dernière, c'est l'intelligence. L'intelligence humaine, on est allé renforcer par l'intelligence artificielle, mais l'intelligence humaine, l'intelligence émotionnelle, les relations humaines. Nous faisons ça dans l'école. Parce que je vous dis, on a plein de choses passent dans les hier, c'était une honte pour le pays. En Suisse, le service protocole là a dirigé chaque monde qui est là, il y a un monde qui va aller dans la salle Ginger, sur la cour à droite, il y a un qui va aller dans la salle. Indicateur ça. C'est facile pour nous parler d'économie, mais nous arrivons arrivé à un niveau de violence, de brutalité. Par contre, si système n'existait, d'inhumanité dans ce pays. Donc, quitter le computer fait travail là pour nous, on apprend à être humain, à avoir de nouvelles relations dans ce pays. Donc, renforcer le capital numérique voudrait dire, mes amis, que la synergie, l'IHSI, la Banque centrale, Conatel, il faut chaque monde dire, oh, mais même si financement c'est pour moi lié, technologie c'est pour moi, il faut avoir une synergie entre tous les acteurs. Et il faut réduire, pour rester dans l'esprit de cette activité, l'équité du genre. Lorsque nous empêchons mesdames de travailler bien, lorsque nous empêchons mesdames de faire l'argent bien, parce que nous avons des garçons haïtiens, pareil, mais madame touche plus comme passé, nous conseille de nous gagner en tête nous drôle, ça veut dire que vous perdez la capacité de croissance économique de ce pays. Donc ce n'est pas la technologie pour la technologie, c'est la technologie au service de l'humain. C'est ce qu'il faudra faire dans un pays comme Haïti. Voilà pour mettre fin de la journée. Donc je vous laisse le dernier mot pour qu'on puisse te donner rendez-vous. Donc applaudis pour moi ce panel-là. Applaudissements et bravo à ce grand panel que M. Farel, Christophe Farel t'a animé pour nous aujourd'hui, pour nous vraiment clôturer la journée. Une journée qui était très chargée, avec un pile belle présentation. Nous avons commencé avec Banque mondiale, qui font une belle présentation sur le secteur fintech en Haïti. Donc, beaucoup de données qui nous interpellent, beaucoup de révélations au niveau de ce secteur, un peu de bagages que nous ne connaissons pas. Nous avons enchaîné avec un panel sur la vulnérabilité numérique des MPME, la résilience en discussion avec le PDG de Transversal, nous avons M. Jean-Marie Altema de Profit Development Consulting, M. Professeur Samuel Pierre de ISTEA, nous avons M. Mondestin également Samuel de DINEPA, qui fait un bel travail dans la question de digitalisation et services que la BAE offre à la population. Par ça, qui était animé par M. Jean Soukar, expert en monnaie digitale. Avant que nous devions finir avec panel ça, ce dernier panel sur la digitalisation du système de paiement, une présentation très intéressante de M. Jerry Jacquet, directeur à la Banque centrale et expert en technologie depuis plusieurs années, plus d'une vingtaine d'années. Ce projet de la Banque centrale sur la digitalisation des paiements au niveau du secteur informel, un projet très intéressant qui répond à un ensemble de préoccupations, notamment l'utilisation cash dans l'économie. Le gouverneur a dit ça matin, en pile, on a utilisé cash et ça va en pile problème, surtout lorsque nous sommes dans des périodes de crise, et arriver à digitaliser ce secteur pour permettre qu'il y ait plus de transactions qui sont faites dans l'économie et par ricochet et au volume d'activité, plus croissance dans l'économie. Maintenant, avant que nous, en fait, toujours sur le même panel, ça nous avons gagné, collègue nous, Enomi Germain, même s'il est en distanciel, mais il est là, toujours présent avec nous, Enomi qui réalise cette étude également, cette enquête très importante pour voir comment on pourrait arriver à intégrer des acteurs du secteur informel dans la question de la finance en Haïti. Donc, merci M. Farel, PDG de Groupe Croissance. Donc, il y a un gros initiateur, question de développement technologique, événement technologique dans le pays. Merci encore à ce panel. Donc, avant de vous entretenir sur la programmation pour demain qu'on est très chargé, nous avons salué tous les exposants que nous gagnons sur la cour, des exposants du village technologique et aussi des exposants de cette foire
des produits locaux, Au niveau du village technologique, nous avons Haïti Pay, et nous répétons déjà Haïti Pay, là, Haïti Pay, on dit, nous avons Mon Cash, nous avons Cash Power, nous avons Boulevard. Et en parlant de Mon Cash, nous avons monsieur Rabon Koko et de Yoa, et la seule façon qu'on peut payer, c'est par Mon Cash. Et nous avons le gouverneur à toi, Koko, il l'a mis tout qui t'a boué, et matin, qui t'a acheté, payé par Mon Cash. Au niveau de foire là, technologique, nous avons Miko Guillaume pour vêtements, nous avons Michael Bossan pour bijoux, nous avons une collection 1804 qui fait souliers, nous comme ça, des chaussures et sacs en cuir, qui sont bénéficiaires du projet Booster PME 2, que nous allons après-demain. Nous avons Michel Chateil qui passe de présentation pour des vêtements, nous avons Félicia Adel aussi qui passe de présentation avec sac vert, nous avons Woods Keeper pour produits cosmétiques, nous avons Myrlène Siméon qui fait sac et foulard. Nous avons un web local qui sont juste Jérémy, mais qui vend des produits ici pour Port-au-Prince, qui sont bénéficiaires de projet Booster PME 2 BRH qui fait café chocolat. Et nous avons Sandy Lou qui fait des sacs et à main. Donc c'est tout ça que nous avons sur la cour, qu'il y a plein encore demain pour nous visiter et acheter produits. Donc pour demain, et je dois dire que demain sera consacré à l'équité de genre et entrepreneuriat. Donc je connais qu'il y a beaucoup de femmes ici qui veulent défendre la cause des femmes. Donc demain, ce sera l'équité de genre avec des propos d'ouverture d'une grande dame, d'une grande femme. Donc n'après demain, je vais citer non les jeudi. Et aussi l'entrepreneuriat avec le lancement du projet Booster PME 3. On connaît un pile jeune capitaine de projet ça. Et il y aura aussi une présentation sur ce projet Booster PME 3 par la Banque centrale. Donc ce sera vraiment une belle journée demain de ce forum qui se réalise autour du thème digitalisation des paiements et équité de genre. Donc, merci encore tout le monde. Merci à ce panel, monsieur Farel, merci monsieur Jacquet, monsieur Diallo qui était avec nous depuis l'Afrique, le Sénégal. Nous savons qu'il est très tard maintenant, mais quand même, il a pu quand même partager avec nous quelques éléments d'information de ses préoccupations, ses implications dans le secteur financier en Haïti. Donc, merci encore tout le monde et bonne fin d'après-midi et à demain. Merci.